Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler Real Madrid, mais il n'est pas question d'aborder Julen Lopetegui par demain, après-demain, quel va être le nouvel entraîneur. J'en ai aucune idée. Le Real, ce n'est pas trop mon réseau d'information, donc je suis désolé. Alors on va essayer plutôt de s'intéresser à la structure sportive qui coordonne le Real, parce que évidemment on entend parler Florentino Pérez, Julen Lopetegui, mais au final, comment le Real est géré? C'est une question on n'entend pas forcément, et je pense que c'est assez intéressant à étudier parce qu'en fait le Real a un fonctionnement unique en Espagne quasiment. En Espagne, la plupart des clubs fonctionnent avec, on appelle ça secrétario técnico. On va dire, on ne dit pas le terme directeur sportif en Espagne, on dit ça, secrétaire technique, voilà, mais ça me paraît pareil. Et le Real n'en a pas. Le Real est vraiment un club qui symbolise l'idée du pouvoir personnalisé par une personne, donc Florentino Pérez, même si Florentino Pérez est aidé, alors il a son ombre, on va dire, José Ángel Sánchez. Quand vous faites des négociations avec le Real, tout début, vous allez faire avec José Ángel Sánchez. Parfois, vous allez peut-être faire avec Manuel Redondo, qui est également un des membres importants de la directive de Florentino Pérez. Mais dès que l'affaire est sérieuse, vous voyez avec le boss. Et pendant des années, ça a fonctionné. Donc le boss Florentino Pérez qui prend les décisions pour l'équipe première, évidemment. Souvent aidé par son entraîneur, mais il n'y avait pas vraiment de ce qu'on pourrait appeler secrétario technico et tout ça. Alors, il y a une dizaine d'années avant, il y avait déjà une cellule de recrutement international, logique, mais elle était finalement, pour un club comme le Real Madrid, pas si grande que ça. Pour donner un exemple, Séville, Villarreal en son temps, et même d'autres clubs, je pense au Celta, je réfléchis s'il y a quoi d'autre en Espagne où ça bosse très très bien, parce que tu as beaucoup de clubs qui bossent bien. Mais voilà, déjà par exemple, ces trois-là avaient une cellule de recrutement beaucoup plus poussée. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas le même recrutement. À Séville, vous allez prendre potentiellement plus de joueurs pour l'équipe première. Le Real ne va pas changer 10 joueurs par an. Donc là, je parle uniquement de l'équipe première, parce qu'après, il y a une différence au Real entre la Primera et, comme on va dire, le football base en Espagne. Le football base, c'est pour, on va dire, pour les catégories de jeunes. Et là, au contraire, ils sont ultra bien organisés avec un homme qui s'appelle Ramon Martínez, qui est un peu ancien, qui a eu quelques problèmes de santé. Alors, on dit qu'il aurait un peu grimpé dans la hiérarchie et qu'il donne son avis pour l'équipe première. Peut-être, néanmoins, Ramon Martínez, c'est vraiment un des mecs de l'ombre de comment on gère le football basé au Real, qui est quand même globalement très très bien géré quand tu vois le recrutement de préformation, les formateurs, les anciens qui viennent, bon bref, faire un tour au centre d'entraînement, tu comprends un petit peu le complexe et tout. Bon, mais on n'est pas là pour parler du football basé, on est là pour parler de la Primera. Donc comme je vous le dis, on a un pouvoir qui est personnalisé par Florentino Pérez. On pourrait d'ailleurs Je trouve que c'est assez marrant, le personnage de Florentino Pérez, il y a un côté romanesque, il y a un côté... il y a un côté Espagne dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le côté sensationnaliste qu'on peut voir ici et là. Moi j'habite ici, j'habite d'ailleurs pas très loin d'une ville où Florentino a ses habitudes, Marbella d'ailleurs, petite dédicace. Je l'ai signé dans le club des pauvres de Marbella, comme vous pouvez le voir. Je vous ai pas mis de l'autre côté parce qu'il est réversible, c'est rose. Le ridicule a ses limites quand même, parce que rose bonbon en plus. Bref, tout ça pour dire quoi? Que Florentino Pérez, à la manière d'un Jesus Gil avant, non, beaucoup moins corrompu évidemment, sans problème avec la justice, mais Florentino Pérez c'est le mec qui recule devant rien, qui est très sensationnaliste, qui va beaucoup jouer sur l'image, sur le côté exubérant et parfois peut-être un peu impulsif, etc. Mais indépendamment de ça, c'est un chef d'affaires, un homme d'affaires brillant, qui est également très diplomate dans ses relations politiques, médiatiques, etc. En Espagne, on dit que Florentino Pérez a une armée de journalistes avec lui, qu'on appelle la Central Lechera, parmi lesquels font partie, selon les journalistes catalans, Frédéric Armel. Je vous dis ça parce que j'avais commenté un livre sur la chaîne il y a 2 ans, je crois, qui en parlait justement de cette Central Lechera. C'était l'histoire du Real Madrid contado por un culé, donc compté par un fan du Barça. C'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de choses vraies aussi. Mais bref, Florentino Pérez, c'est avant tout un mec super intelligent. Et quand ça devient sérieux, c'est lui qui prend les décisions. Donc, comme je vous dis, il a personnalisé un pouvoir pour l'équipe première, donc les décisions lui reviennent. Donc, encore une fois, on a un fonctionnement un peu différent. Néanmoins, depuis quelques années, on a l'apparition d'un homme qu'on entend de partout, qui s'appelle Juni Calafat. Est-ce que je le dis bien? Parce que j'ai un doute, parce qu'à chaque fois je me trompe. Voilà, Juni Calafat, je l'ai bien prononcé. Alors lui, c'est un Espagnol qui a grandi à Sao Paulo, qui est licencié en marketing et qui avant était un journaliste. Il commentait notamment le championnat brésilien pour Canal, si je ne dis pas de bêtises, et il est apparu dans d'autres programmes. Or, Juni Calafat, il a un grand avantage, c'est que c'est un mec, je vais pas dire de réseau, c'est un mec avec qui tu passes de bons moments. C'est un mec qui parle donc parfaitement le portugais et tout, et qui a fait pas mal d'amitié de par son travail, notamment avec les joueurs brésiliens qui étaient à l'époque à Madrid. Donc il est devenu très ami avec Roberto Carlos, Ronaldo, avec qui ils allaient faire des tennis, des soirées, des ci et là. Tant et si bien que Calafat, petit à petit, va réussir à finalement intégrer le club. Il intègre le club, alors en théorie, de ce que je sais, si j'ai bien regroupé, par José Ángel Sánchez, donc le bras droit directeur général du Real Madrid.
bras droit de Florentino Pérez. Donc je crois qu'on est en 2014. Et là, il arrive officiellement pour aider justement sur tout le recrutement brésilien du Real et tout. Alors oui, et aujourd'hui, on dit que maintenant il est responsable de la cellule de recrutement international. Certains lui mettent même le titre de directeur sportif, mais le Real ne fonctionne pas comme ça. Le Real fonctionne parce que c'est Florentino Pérez qui va également écouter son entraîneur. Vous allez trouver un entraîneur qui, en théorie, ça dépend lesquels, ont quand même potentiellement un mot à dire direct sur le recrutement, ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres entraîneurs. Donc on voit qu'on a un fonctionnement un peu différent de ce qui se fait vis-à-vis des autres clubs espagnols. Maintenant, Calafat, alors il a été vraiment mis en œuvre pour le recrutement de Rodrigo et Vinicius. Je rappelle, les deux opérations, c'est 120 millions au total, dont 30 millions de commissions. Il l'avait été également missionné pour essayer de faire venir Neymar à l'époque. Enfin bref, c'est vraiment un mec de confiance du board. Et surtout, il est très ami avec un des fils de Florentino Pérez. On aura le temps d'y revenir après. En fait, le Real Madrid, si vous voulez, c'est comme une grande famille, la direction. C'est-à-dire, on fait pas confiance à beaucoup de personnes. Et quand tu es dans le petit cercle, on va pas en sortir. C'est vraiment un cercle très madrilo-madrilène. Et donc, Calafat, aujourd'hui, c'est assez marrant parce qu'en Espagne, il a globalement bonne presse. Alors il y a des articles qui vont montrer quand même ses échecs parce que bon, Odegaard ça peut arriver, Lucas Silva qui était passé à l'OM brièvement, je peux vous en citer plein d'autres. Ok, ça peut arriver, je veux dire, on peut pas avoir. Mais en fait, ce qui moi me surprend un peu, c'est que par exemple dans les opérations de Rodrigo et Vinicius, il y a 30 millions de commissions quand même. Alors, je sais qu'aujourd'hui le football est une affaire de gros sous, mais quand même. Calafat, dans on va dire les gens qui connaissent le ballon, je parle de directeur sportif, de recruteur en Espagne que je connais. J'ai rarement entendu, c'est un passionné de ballon, tu vois, c'est un mec comme Monchi par exemple, ou Cordon qui est à Villarreal, où vraiment, même si les mecs peuvent ne pas les aimer pour plein de raisons, mais vont te dire, voilà, c'est un mec qui connaît le ballon. Calafat, c'est un mec sympa, c'est un mec malin, c'est un mec de réseau, c'est un mec qui a beaucoup de connexions au Brésil, mais moi j'ai quand même souvenir, je vais vous raconter l'anecdote, il y a quand même quelques années, il a quand même envoyé des messages à plein d'agents brésiliens en disant, est-ce que tu peux me trouver un attaquant de je sais pas quel âge, je me rappelle plus le tranche d'âge, pour ma réserve. C'est comme ça le recruteur, enfin tu vois. Bon, c'est une méthode aujourd'hui qui se fait de plus en plus, ça pourrait surprendre les gens d'ailleurs. Mais bref, Calafat, donc aujourd'hui, une personne aussi importante du Real. D'accord. Et c'est là en fait où c'est intéressant, c'est que vous avez dû entendre que Karim Benzema donc s'est séparé de son agent Karim Jaziri pour signer avec une société qui s'appelle Be On You, dirigée par Oscar Ribaut. Best of You, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller tout de suite sur le site officiel de Best of You, dont j'ai mis les liens dans la description. Et en fait, quand vous regardez qui gère Best of You, donc c'est Oscar Ribaut, ancien responsable de la presse du Real Madrid, vous retrouvez également en directeur du foot de cette agence, une agence de représentation de joueurs, d'intermédiation et tout ça, avec également une branche en Asie. Là, ils sont rentrés dans le capital du club de Marbella Football, justement, qui avait été auparavant racheté par des Russes. Enfin, c'est exceptionnel l'histoire de Marbella Football. La police a fait une descente, ils ont vu je sais pas combien de flingues lance-roquettes au mur des gars, il y en a qui ont fini en prison, qui sont sortis, le club a été revendu à un agent belge qui est maintenant... Bref. En fait, j'accélère le trait et je dis que c'est n'importe quoi, parce que le club de Marbella Foot, c'est presque comme mon club de basket, tu vois, parce que ça, c'est un maillot de femme, parce que mon équipement n'est pas venu, donc ce week-end, j'ai joué avec un maillot noté Anaïs. Faites mieux que ça. Le basket en alou, magnifique. Bref, on s'en fout. Je disais... Best of You de Oscar Ribaut. Donc, ils ont Casemiro notamment, et d'autres joueurs du Real. Et en fait, dedans, vous avez Miguel Pardesa, ancien joueur du Real, qui est également employé au Real dans la structure sportive. Également Paco de Gracia, qui était l'ancien coach de la Castilla, donc de la réserve du Real. Donc en fait, c'est très Real Madrid Family. Et donc les mecs sont un peu sur tous les dossiers aujourd'hui. C'est eux, on va dire, qui sont les agents dominants à Madrid. Avant on avait Mendes, maintenant Mendes n'a plus de joueur au Real, ce qui est par exemple un genre de passation de pouvoir. Intéressant d'ailleurs de voir également leur ouverture sur le marché asiatique et tout ça. On sait également que Arbeloa donne un coup de main et le fils de Florentino Pérez qui n'est jamais très très loin et qui assiste à certains meetings. Donc comme je vous dis, la famille, on va dire ça comme ça. Maintenant Florentino Pérez, on va reprendre à ce qui nous intéresse. Pourquoi aujourd'hui on arrive à ce qui se passe au Real? Est-ce la faute de Lopetegui et tout ça? Alors moi je vais pas vous dire j'ai regardé tous les matchs du Real, le problème c'est ça. C'est pas le cas. Si vous voulez une analyse sportive détaillée, il y a un site en français qui s'appelle Furia Liga. Ils font des podcasts, des articles super. Vous pouvez les suivre. Eux ils vont vous expliquer parce qu'ils ont des gens qui sont au stade, qui sont de partout. Mais la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est le niveau de la Ligue. Parce que, ok, ils ont perdu contre Levante, mais Levante c'est pas des pipes. En fait, c'est une différence de mentalité, de culture, tout ce que tu veux. Mais quand je vois que le PSG est obligé de jouer face à des mecs, ils se mettent à 10 derrière. En gros, leur but, c'est pas de prendre une branlée. Donc déjà, t'imagines comment c'est chiant. Moi, je serais joueur du PSG, mais je me dirais, mais je fais pas du foot pour avoir 10 mecs recroquevillés qui vont me mettre des coups. Franchement, c'est une attitude, mais terrible.
La Liga a quand même cet avantage, c'est que ce ne sont pas toujours des victimes. Tu prends Séville quand ils vont perdre là face au Barça, t'as quand même du jeu. Et t'as pas que Séville, hein, t'as plein d'autres clubs. Et donc t'as toujours cette volonté-là. Donc d'une part, le bon travail de beaucoup de clubs en Liga, il y en a d'autres qui font n'importe quoi, hein, et comme t'as des escrocs en Liga aussi, mais t'as quand même des gens, on va dire, qui ont une culture du travail, de pas être toujours une victime et de quand même jouer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que en effet, il n'y a pas beaucoup de nouvelles recrues, de renouvellement d'effectifs ces dernières années au Real. Alors on peut se poser la question justement, est-ce que ce n'est pas de la faute, ce manque d'anticipation de l'usage de certains cadres et tout, de par cette cellule sportive plus ou moins absente, et donc Florentino Pérez qui se contente uniquement des gros dossiers, parce que forcément, de par son activité d'homme d'affaires également, il n'a pas le temps de tout faire, et c'est pas un directeur sportif à la base. Donc est-ce que... Je serais pas trop d'accord parce qu'ils ont quand même anticipé quand tu vois les Ceballos, quand tu vois même quand ils ont pris Isco, Asensio, Lucas Vazquez, Nacho, enfin voilà, avec le travail de la formation comme Nacho, comme plein d'autres, ils ont quand même souvent essayé d'anticiper et tout. Néanmoins, on se retrouve avec beaucoup de joueurs au même profil et moi je vais mettre en avant une autre chose. Je pense que la plupart des joueurs qui, par exemple comme Asensio, très bon joker l'année dernière, c'est autre chose d'être joker à titulaire. Et on n'est pas dans n'importe quel club. On va me dire oui, non mais c'est pas un cliché. C'est pas un cliché. Quand tu joues au Real, quand tu es remplaçant titulaire, tu sens vraiment la différence. Surtout quand Cristiano n'est plus là. Et je pense que l'aspect mental a peut-être été mal perçu par certains, parce que c'est pas du tout la même responsabilité. Là en plus avec la blessure de Isco, forcément c'est peut-être un peu plus compliqué pour créer du jeu. Mais ça change quelque chose. En même temps, l'usure de certains mecs, elle peut être physique et mentale. Les gars ont tout gagné déjà, donc c'est pas évident. Modric, Marcelo, Ramos et d'autres. Donc il y a ça. Est-ce que derrière on a bien pris les remplaçants? Je pense qu'il y a des mecs très talentueux. Mais est-ce qu'il y a 2-3 tauliers, on va dire vraiment des mecs, mais qui sont frais mentalement, tu vois, qui ont faim justement de victoire, parce qu'ils ont tout gagné. Toi, c'est un peu comme les Federer, comme avant Mohamed Ali, comme Federer, comme Nadal, comme plein d'autres. C'est les très très grands champions qui arrivent toujours à se remotiver. Comme Cristiano, c'est là où il est incroyable, comme Messi, ils sont incroyables là-dessus. Toujours, toujours. Globalement, Ramos, Modric, Marcelo, malgré... Globalement, si, ils le font. Mais tu peux être un peu moins bien, etc. Qui va prendre? Par exemple, Varane, excellent joueur, on est d'accord. Mais il est bien il est encore plus fort quand il y a un bon Ramos à côté de lui. Ça peut se comprendre aussi. Parce que c'est des mecs justement qui sont capables d'endosser cette pression-là et de permettre aux autres d'avoir un jeu un peu plus libéré. Il y a l'insouciance quand on rentre. Quand on est titulaire et qu'on doit assumer qu'on doit produire 50 matchs de qualité, parce qu'on est au Real, on ne peut pas se permettre un mauvais match. On peut pas. Donc il y a une pression de dingue, en plus la presse en rajoute, avec ce qui s'est passé avec la nomination de Lopetegui qui était attendue au tournant, sachant déjà ce qui s'était passé à Porto, bref. Il y aura pas mal à dire. Mais je ne suis pas assez expert pour en parler. Néanmoins, cette situation, je pense qu'elle est plus générale. Maintenant, il ne faut pas paniquer. Alors oui, ils ont fait le record, plus grande période sans but, etc. C'est pas le début de saison rêvé, on est d'accord. Même si tout le monde au début se paluchait en disant oui, vous voyez, Ronaldo est parti, maintenant c'est collectif, blablabli, blablabla. La seule chose que j'ai à dire, c'est est-ce que l'effectif est assez complémentaire sur les recrues qu'on peut voir? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas oublier une chose. Eden Hazard, il a fait des appels. Attends, mais c'est même plus des appels de pied, c'est même plus ça. T'as l'impression qu'il prend un mégaphone à chaque interview. Bon, il clame son amour. S'ils l'ont pas pris, c'est pour une raison. C'est que, je pense que c'est pas un secret que je vais révéler, mais Florentino Pérez rêve d'une grande star. Et surtout là, quelque part, quand ça va mal, et ben pour, on va dire, toujours son image et plein d'autres choses, quelqu'un quand même qui est un peu omnibulé par l'image, faut pas le nier, notamment de son club. D'ailleurs, les gens du Real sont souvent très sympas avec tous les journalistes du monde entier. Mais avec tout le monde. Hein. Tu prends les recruteurs du monde entier quand ils viennent. Alors, c'est une petite anecdote. Vous êtes super bien placés. Vous êtes derrière les bancs de touche. Et admettons, en hiver, ils vous donnent une petite couverture. C'est Real Madrid. La couverture, tu la gardes hein, si tu as envie. Tu vois, ils ont un sens de l'accueil. C'est vraiment un club qui se veut caballero, gentleman. Ce qui n'est pas forcément faux quand tu vois certaines personnes à Madrid, hein, d'ailleurs, au passage. Et c'est surtout un club qui n'a pas peur d'être ce qu'il est. C'est-à-dire, t'emmerdes. Real, ils vont jamais s'excuser. Tu vois, c'est vraiment... Pas, dans l'idéologie du Real Madrid, c'est très intéressant à étudier, je pense, au niveau philosophique et tout ça, mais bref, je m'égare un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est que Florentino Pérez rêve de Neymar ou Mbappé. Il sait que Mbappé, je vois pas comment ils vont pouvoir le choper. Neymar, il en rêve. Ça fait des années. Pourquoi? Parce que c'est à la fois un joueur très performant, on est d'accord, qui peut être ton leader, qui peut être ta star, et également qui dépasse son rôle de simple joueur, qui est un peu une rockstar, comme cette idée du concept des Galactiques avant, tu vois, comme là Vinicius qui joue en réserve, qu'on attend, le jeune brésilien, on l'appelle El Niño Galáctico. Mais pourquoi lui mettre de la pression comme ça? Mais on adore en Espagne faire ce genre de conneries aussi, enfin partout tu diras. Donc tout ça pour dire quoi? Que si tu prends Eden Hazard là, est-ce que tu pourras attirer une très grande star l'année prochaine? Non, parce que je pense qu'il y a un seul capitaine à bord. Donc ils veulent tout faire pour ça, absolument tout. Maintenant, tous les gens, les intermédiaires, les cils, ah ouais, moi je sais sur le Real ce qui se passe, je sais. Non,
Non. Aujourd'hui, les mecs sont vraiment au courant. Tu as José Sanchez, tu as Florentino Pérez, tu dois avoir Calafat, tu dois avoir peut-être un ou deux autres, je vais dire Redondo, qui est également très très proche de Florentino, mais tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Maintenant, je pense que c'est plus une remise en question globale, parce que déjà l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de difficultés, on l'a vu. Donc il faut faire un renouvellement, mais c'est quand même intéressant, parce que le Real, ces dernières années, a essayé de construire avec de jeunes Espagnols. Donc on peut penser à Ceballos, qui a plus de temps de jeu, etc. Est-ce que ces mecs-là ont les épaules pour jouer au Real sans d'autres cadres, etc. On voit peut-être, comme je vous dis, des cadres un peu décevants là, mais bon, ça permet deux choses aussi ce début de saison. Montrer quand même Cristiano et Zidane. Et je pense que tous ceux qui disent Zidane, là ça te le montre aussi. Il y a plein de faits intéressants à développer en tout cas autour du Real, qui est quand même un sacré club, hein, comme plein d'autres évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Oui, vis-à-vis de Neymar. Alors oui, je vais le redire, ils le veulent à tout prix. Maintenant là ça parle, j'ai entendu la presse espagnole qui disait la clause de 120-200 millions. Non, elle n'est pas à ce prix-là. Et c'est une clause sans être une clause. Comment je pourrais vous dire? C'est interdit, comme vous le savez, dans la loi française. Il n'y a pas de clause dans le contrat de Neymar en France. Je ne vais pas me spoiler parce que dans mon prochain livre j'en parle. Mais le joueur actuellement, il est bien à Paris. Bien. Après, il faut attendre l'hiver. Hein, parce que l'hiver, c'est jamais facile. Mais là, le mec, il est tranquille, il joue avec ses potes. C'est plutôt assez libre, hein, le management de Tourelle. Ça lui correspond bien. Bah, c'est sûr que la Ligue 1 va jamais en être fan. Mais je pense que quand tu es un top joueur, tu n'es pas fan de la Ligue 1 déjà. Surtout cette année où tu n'as pas d'adversaire. Maintenant, c'est pas un secret, une surprise que je vais dire, mais le Real, ils sont pas fous. S'ils veulent Neymar, c'est pas le joueur qui vont essayer de convaincre en premier, c'est le père. Donc là, ça parle, mais la vraie question, ça va être le père. C'est comme pour toutes les fois, je veux dire, c'est toujours lui, un peu un personnage clé, et si tu veux commencer après avec le fils, d'abord convaincre le père. C'est la première chose. La deuxième, Florentino a de très bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et les dirigeants qataris, donc il va pas faire n'importe quoi. Troisième point, ils veulent vraiment une star pour l'année prochaine, et moins les résultats vont être bons, plus il va, entre guillemets, vouloir taper un gros coup, comme il a eu l'habitude de faire dans le passé. Donc en fait, on se retrouve vers un fonctionnement qu'on a déjà vu ces 10 dernières années sous la présidence de Pérez. Donc faut pas vraiment s'étonner. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter. Le club est quand même globalement sain, globalement bien géré. Donc voilà, relax. Après, il y a des mecs qui font du business, etc. Il y a la vraie question de Rouni Calafat, je suis d'accord, mais oh, relax, hein. C'est pas péril en la demeure non plus. Alors oui, je peux comprendre, c'est inquiétant, etc. Il y a un gros manque de réalisme, il y a plein de choses. Mais c'est pas uniquement la faute de l'entraîneur, c'est plus une situation globale, avec cette vraie question également de l'exigence qu'il faut pour jouer au Real. Et certains qui se croient arrivés, bah peut-être que là, ils se sont pris un peu dans la gueule. Donc ça peut qu'aider le club quelque part. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont changer l'entraîneur, moi j'en sais rien. Mais je suis pas tellement étonné au final. Et rendons hommage à Levante et à tous les autres clubs de Liga, parce qu'ils montrent que c'est possible. On a peut-être moins d'argent que certains, mais on a peut-être des idées et du courage et autres. C'est un peu ce qu'on devrait dire en France pour les clubs quand on joue l'Europa League, quand on se prend des branlées face à des clubs qui ont 5 ou 6 fois moins de budget. Et après, ce qui est quand même ultra hypocrite, c'est que ces mêmes clubs français vont te dire « Oh, mais Paris, ils ont plus de budget, on peut pas lutter. » Ouais, d'accord, mais est-ce que la solution, c'est juste de chialer ou essayer de faire quelque chose d'autre? Et c'est là où quand même, je me dis, la Liga a quand même quelque chose. Prends également la deuxième division de ça. C'est qu'il n'y a peut-être pas d'argent, mais enfin moins d'argent, il y en a quand même. Mais oh, on est sur le terrain, on a quand même des bras, deux bras, deux jambes. Et Real Madrid ou pas, surtout que là t'as pas Cristiano, donc quelque part c'est vrai que mentalement ça aide. Quand t'as Cristiano en face, tu sais qu'il va te mettre un but tôt ou tard. On le rentre dans la gueule, on le rentre dedans. Paris avait subi le même phénomène d'ailleurs quand Zlatan était parti un petit peu, parce que les mecs sont timides quand même. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis bah écoutez, vive ce magnifique club. Ciao!